Eh bien, bonjour et bienvenue à tous à notre 5e webconférence Covid et cancer organisée par les associations Odyssea et Patients en réseau ainsi que la start-up Dis-moi Santé. Un grand merci à tous et à tous pour votre fidélité. Je regardais à midi, nous avions 250 inscrits, donc je pense que le chiffre va monter petit à petit. Nous voilà aujourd'hui à peu près 10 jours après le déconfinement, avec nos interrogations, nos constats et la vie d'après, comme on l'appelle, qui se met en place et qui nous interroge aussi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous accueillons Madame Kreiter, le docteur Cindy Nozillet de l'Institut Curie, le docteur Florian Côté du Gustave-Roussy qui va nous rejoindre, et les modérateurs que vous connaissez bien, donc Laure, qui est fondatrice de l'association Patients en réseau, et Alexis Talbot, qui sera sur le chat, qui est hématologue à Saint-Louis. Bonjour à tous, je vois que même le Brésil est représenté, donc nous allons au-delà de la France et des dom-tom. Petit rappel technique. En haut de votre écran, vous avez un onglet qui s'appelle Chat. Cet onglet, donc vous l'avez bien compris maintenant, nous permet de communiquer entre nous, de se dire des petits coucous, de s'alerter sur des problèmes de son, etc. Voilà, c'est parfait. Et à côté, vous avez un onglet qui s'appelle Questions. Cet onglet donc est modéré par Alexis Talbot qui peut répondre aux questions d'ordre général. Je le rappellerai qu'il ne s'agit pas de téléconsultation et pas d'avis individuel, mais également cet onglet, lorsque des questions nous paraissent intéressantes pour l'ensemble des participants, Laure et moi-même les remontons aux experts. Donc surtout, ne confondez pas les deux parce que Laure et moi, nous pouvons suivre que l'onglet questions. Donc, nous prendrons en compte que ce qui est sur l'onglet questions. Donc, après ce petit rappel technique, un petit rappel ce que j'étais en train de vous dire, il ne s'agit pas de téléconsultation. Il s'agit d'avoir des réponses d'experts à des questions d'ordre médical général. Pour tout ce qui concerne votre dossier individuel, des questions particulières, surtout, rapprochez-vous de votre équipe médicale qui, elle, connaît votre dossier et donc qui sera habilitée à répondre à vos questions. Avant de commencer, je souhaiterais, une fois n'est pas coutume, donner la parole à Laure et à Anne, qui sont fondatrices des associations Patients en réseau et Odyssea, sans qui ces forums n'auraient jamais vu le jour. Donc, Laure, c'est à toi. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci beaucoup Oriane pour cette belle occasion de présenter l'association Patients en réseau. Notre association est née en 2014 et son objectif, c'est en fait de faciliter le quotidien des personnes touchées par un cancer, quel que soit le lieu de vie, quelle que soit l'étape dans la maladie. Notre premier projet, donc lancé en 2014, c'est Mon réseau cancer du sein. Et depuis, en fait, on a pu donc développer d'autres projets, Mon réseau cancer du poumon en 2017 et Mon réseau cancer gynéco en 2019. Et puis, on prépare, notamment avec Colette qui est là ce soir, Mon réseau cancer colorectal qu'on espère proposer le plus rapidement possible. Et je dois dire que dans cette période très particulière de la pandémie du Covid, avec le confinement et le déconfinement, ces réseaux sociaux, c'est vraiment une sorte de deuxième famille pour les patients, un espace où on peut échanger, retrouver de l'information utile, des événements en ligne, comme ces webconférences de ce soir. Donc, en live, je dis bonsoir à tous nos utilisateurs de nos réseaux. Anne ? Bonsoir à tous et à tous. De nous donner l'occasion de présenter notre association. Donc, je dis un bonjour virtuel à tous ceux que je vois apparaître dans le chat de la Réunion, de Paris, du Maroc, du Sénégal. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Odyssea, c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas l'association, c'est une association de loi 1901 qui a été créée en 2002. Par deux anciennes athlètes dans le but de rassembler des hommes, des femmes et nombreux pour collecter des fonds en faveur de la lutte contre le cancer du sein.
L'objectif, c'était donc de mobiliser toutes ces personnes qui avaient envie de témoigner et de se rassembler pour accompagner les patientes, les soutenir. Et donc, bientôt près de 20 ans, on a rassemblé 1 million de personnes qui viennent marcher ou courir sur nos événements et on a collecté 10 millions d'euros. Ces sommes qui sont maintenant assez importantes ont permis de financer des programmes de recherche, mais aussi d'accompagner les patientes, leurs familles, de les soutenir, de les informer, de les sensibiliser au dépistage précoce depuis toutes ces années. Donc notre message, il est fort, il est là pour sensibiliser à l'action et à la prévention du cancer du sein par le sport, mais c'est aussi un message de solidarité et auprès des patientes. Donc ça a fait déjà quelques mois qu'on a dû reporter nos événements au printemps et qui vont être reportés, on l'espère, à la rentrée. Mais notre volonté très forte, c'était de ne pas laisser notre communauté, nos patientes et les femmes qu'on aide depuis toujours sans un fil d'actualité, sans un lien fort. Et c'est vrai qu'on remercie vivement Patients en Réseau et Dis-moi Santé de nous avoir permis de proposer tout simplement ces sources d'informations, ces conférences, grâce aux experts toujours très intéressants et aux témoins souvent émouvants qui font du bien pendant le confinement et aujourd'hui, plus que jamais, aussi au moment du déconfinement. Donc merci et un bonjour virtuel à tous et merci pour votre fidélité. Merci beaucoup. Et effectivement, la solidarité a transpiré dans ces webconférences où on s'est dit, on est face à des patients qui ont beaucoup de questions et comment faire pour qu'on puisse y répondre avec une limitation des déplacements et des réunions. Donc voilà. Et pour cela, sur les 2 dernières webconférences, on a été soutenus institutionnellement par des partenaires que nous souhaitons remercier également, qui sont AstraZeneca, Pfizer, 360 Medics et Takeda, et qui ont rendu possible d'être aujourd'hui encore à vos côtés. Donc, première intervention, Madame Kreiter, psycho-oncologue, que nous connaissons bien maintenant. Donc, vous êtes à Bordeaux. Bonjour à Bordeaux. Et bon, donc je lis l'autre jour, moi, un article qui s'intitulait « Quand la bise fut partie ». Madame Kreiter, quand cette bise fut partie avec l'arrivée du Covid et les mesures barrières, est-ce que notre rapport aux autres a changé? Ces autres qui parfois peuvent être vecteurs de Covid ou perçus comme tels. Et cette question, bien sûr, vous le comprendrez, n'est pas anodine car certains patients nous ont remonté leur appréhension des autres au travers de phrases « les autres me font peur »,« j'ai peur d'aller au supermarché et de croiser des personnes ». Est-ce que ce phénomène est quelque chose que vous observez également et est une question que vos patients vous posent? Et que pourriez-vous répondre ce soir auprès de nos auditeurs, s'il vous plaît? D'abord, écoutez, bonsoir à tous. Très heureuse de vous retrouver ou de vous rencontrer. Pour ceux avec lesquels j'avais pas pu partager un moment de webconférence les fois précédentes. Écoutez, je fais le même constat, Oriane, puisque moi j'accompagne des patients et des proches pendant cette période de crise sanitaire à distance, évidemment. Et donc, cette inquiétude dont vous parlez, cette angoisse au moment du déconfinement, elle est effectivement très présente. Alors, bien sûr que cette épreuve, cette période tout à fait hors norme, cette crise sanitaire transforme les relations aux autres et au monde en général. Je crois que c'est très déstabilisant, je dirais pratiquement pour le monde entier. Alors, évidemment, ce qui domine, c'est le sentiment de peur par rapport à ces autres qui peuvent être vecteurs de la maladie. D'abord, se rappeler que ce Covid-19, avant de parler de déconfinement, il a majoré des peurs déjà existantes, un sentiment de vulnérabilité, surtout quand on connaît la maladie ou qu'on a connu la maladie, un sentiment d'incertitude quand on a connu la maladie ou qu'on connaît la maladie, on vit avec un certain niveau d'incertitude. Et en fait, cette crise sanitaire, ce Covid-19, il est venu majorer, en fait, amplifier des sentiments, des craintes, qu'on pouvait avoir préalablement. Donc, ce climat anxiogène est venu peser davantage sur ce qui existait souvent déjà en termes d'inquiétude.
Alors voilà, venu après cette période de confinement pour ceux qui ont été confinés, la période de déconfinement. Alors effectivement, c'est une autre étape et on pourrait s'attendre à ce que ce soit une libération. Et on peut que constater qu'effectivement, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas vraiment une libération, ça reste compliqué. Alors en fait, qu'est-ce qu'il a produit ce confinement? Il a produit une espèce de séparation du monde en deux, entre le dedans et le dehors. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le dedans, la maison, le lieu de vie, notre bulle, où il y a un sentiment de sécurité, où on a mis en place un certain nombre de procédures pour nous protéger. Et il y a les nôtres, nos proches, ceux avec lesquels on vit et qui sont restés confinés avec nous. Et puis, de l'autre côté du monde, il y a le dehors, et il y a le virus, il y a le danger, il y a la menace, et il y a les autres, qui sont plus les nôtres, qui sont les autres. Ils sont les autres, ceux, effectivement, qu'on n'a pas intégrés dans cette bulle pendant cette période. Alors, en fait, cette espèce de monde coupé en deux a renforcé l'idée, en fait, qu'on était en sécurité dans cette bulle et plus du tout en sécurité à l'extérieur, alors même qu'on y vivait auparavant. Alors, tout d'abord, ce confinement qui a été stressant, on se rend compte que progressivement, la plupart d'entre nous, on était moins inquiets. Au contraire, on a été plutôt rassurés. On a eu de nouveaux repères, on a pris un nouveau rythme. C'était pas forcément simple, mais on s'est adapté. Et là, de nouveau, il a fallu changer. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Psychologiquement, socialement, relationnellement, on s'est déshabitué à affronter la vie de l'extérieur. On s'est déshabitué à affronter le boulot, les transports, les complications, la charge de travail, les autres, tout simplement. Des choses qui nous paraissaient éventuellement, en tout cas habituelles, même si elles ne sont pas forcément évidentes. On s'est déshabitué vraiment comme une désaccoutumance. Et du coup, il faut retourner en face de choses qui pouvaient être déjà difficiles à porter, stressantes, etc. Mais là, on a appris à faire sans, on va dire. D'ailleurs, certains se posent vraiment la question de savoir s'ils vont continuer comme ça. On était dans une certaine zone de confort. Alors, je dirais que même sans le virus et même sans le cancer, sortir à l'extérieur au bout de 2 mois de repli et de bulle et de confinement, ça serait déjà difficile. Faut le savoir, c'est déjà, on s'est mis à fonctionner différemment. Alors, en quoi la relation aux autres, elle a été modifiée? Et pourquoi elle est profondément modifiée? On parle de distanciation sociale, on parle de gestes barrières. On voit combien, en fait, on met des freins de la distance, un éloignement entre les êtres, effectivement, à la fois physiquement, mais aussi mentalement. On va perdre en spontanéité, on va perdre en proximité. Si vous voulez, ces nouvelles règles de vie ensemble, c'est antinomique de l'intimité, c'est antinomique de la proximité affective et relationnelle, c'est antinomique du lâcher-prise d'une relation de confiance. C'est-à-dire qu'on va être obligé d'être quelque part sur nos gardes, ce qui est extrêmement perturbant dans le cadre de relations, notamment de relations amicales ou affectives. C'est pas forcément facile de s'y adapter. Et puis, en réalité, quand on dit on a peur des autres, c'est les autres qui me font peur, qui sont les autres? Alors, en fait, les autres, on est l'autre de quelqu'un d'autre. On est chacun l'autre de quelqu'un d'autre. Mais l'autre, c'est celui qui n'est pas, le nôtre, en général, et c'est celui qu'on ne contrôle pas. C'est celui qui est imprévisible. Et comme dans cette période, tout ce qu'on veut pour se rassurer, c'est tout contrôler, l'autre est une source d'inquiétude. Parce que comment va-t-il se comporter? Est-ce qu'il va respecter les distances? Est-ce qu'il va avoir conscience du risque? Et donc, cette imprévisibilité devient une source de stress important. Et je dirais que quand on a un cancer ou qu'on a eu un cancer, l'autre, il a aussi une particularité. L'autre, c'est aussi celui qui est moins vulnérable que nous. Et celui qui est moins vulnérable que nous, il est moins concerné éventuellement par le risque. Et donc, moins conscient et moins vigilant. L'autre, c'est aussi éventuellement quelqu'un qui ne peut pas comprendre. Et ça, on l'a déjà vécu avec le cancer. Celui qui n'est pas malade, qui n'est pas tombé malade, est souvent celui qu'on perçoit comme ne comprenant pas réellement ce qu'on vit et nos craintes. C'est un peu vrai avec le virus, on se dit, l'autre, c'est celui qui ne comprend pas le risque, notamment le risque pour moi-même. Donc je dirais que la problématique du cancer va rendre l'autre encore plus, entre guillemets, inquiétant, on va dire. Alors, la peur de l'autre, j'ai envie de mettre en face de cette peur de l'autre, la peur pour l'autre. Parce qu'en fait, on a peur de l'autre, mais on a aussi peur pour l'autre. On a peur pour nos enfants, on a peur pour nos proches, éventuellement nos proches qui vivent avec nous alors qu'on est malade, ont peur pour nous.
C'est-à-dire qu'en fait, on est dans cette crainte, mais qui est presque en miroir, hein, entre avoir peur de l'autre et avoir peur pour l'autre. Et vivre ensemble dans cette peur, c'est compliqué, hein, d'où des difficultés aussi, des questionnements relationnels que j'entends souvent actuellement. Alors, cette peur de l'autre, est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce qu'elle est rationnelle? Alors, je dirais que bien sûr que potentiellement l'autre peut porter une menace, notamment le virus. Mais en réalité, il faut savoir que notre angoisse, elle a toujours besoin d'un objet. Notre angoisse, elle cherche un objet sur lequel s'accrocher. Et en réalité, dans l'histoire et dans l'humanité en général, l'autre est souvent choisi pour incarner les peurs. L'autre, c'est le réceptacle idéal, celui qui n'est pas moi, pour incarner les peurs qu'on ressent. Et ça, on l'a vu plusieurs fois, hein, quand il y a un climat anxiogène, ces choses-là se manifester. Donc, bien sûr que l'autre peut potentiellement nous transmettre le virus, et en l'occurrence, un virus qui tue peu, hein, moins de 1% des personnes touchées sont morts ou vont mourir du coronavirus, ce qui est extrêmement triste, bien sûr, mais qui reste heureusement une létalité faible. Donc, il faut bien avoir conscience qu'il y a une part d'irrationnel dans cette peur et que, bien sûr, il y a de quoi être inquiet et vigilant, mais en même temps, cette peur, elle est proportionnelle à notre sentiment de vulnérabilité et qu'il y a un écart considérable la plupart du temps entre le risque que l'on perçoit et le risque réel. Et je dirais que c'est presque ça qu'il faut essayer d'appréhender pour essayer d'avoir un rapport à l'autre qui soit équilibré, c'est-à-dire qu'on ne soit pas angoissé et débordé de manière irrationnelle. Hein. Alors, comment retrouver cette sécurité? Évidemment, on a peu de temps pour ça, mais pour vous donner quelques éléments de réponse, d'abord, il faut du temps. On est dans une transition, il faut du temps, c'est normal d'être angoissé, et peu à peu, ça ira mieux. Donc, soyez confiants, c'est des choses qui vont s'atténuer. Ensuite, il faut y aller pas à pas. Hein. Ne vous imposez pas des situations trop stressantes. D'abord à 2 ou à 3, des petits comités à l'extérieur, pas forcément longtemps. Allez-y doucement dans la réappropriation de l'espace public et des autres. Et puis, je dirais que soi-même, essayer de gérer ses émotions, c'est aussi continuer à faire de la relaxation, à faire du yoga, je sais pas, toutes les techniques qui peuvent vous apaiser. C'est pas le moment de les abandonner parce que le déconfinement est une phase un peu anxiogène aussi. Et puis parlez-en autour de vous, exprimez ça à vos proches, hein, libérez-vous de ce sentiment, parlez-en aux associations, et puis pourquoi pas un suivi psychologique. Hein. En ce moment, ça peut être utile aussi quand il va falloir retrouver ce nouvel équilibre. Je pense que c'est aidant, il ne faut pas hésiter à le faire. Alors voilà pour les éléments que je vous souhaitais vous donner un petit peu rapidement dans le temps qu'on a. Je ne sais pas si vous aviez peut-être des questions auxquelles je pouvais répondre. Merci beaucoup, parce que c'est déjà vraiment par ces propos, à la fois ça nous informe, ça nous donne conscience peut-être de ce qu'on ressent les uns et les autres, et puis donc vous proposez quelques pistes finalement à la fois d'anticiper un peu les situations, de se mettre petit à petit dans des situations adaptées et de pouvoir peut-être gérer l'incertitude, la prise de risque éventuelle, en rappelant que les gestes barrières, etc., sont à maintenir, bien sûr, dans certaines situations. Donc, aux autres. Mais donc, il y a aussi une question qui a été remontée que je trouvais intéressante. C'était d'une certaine façon la gêne qu'on peut ressentir à un patient en traitement, par exemple, qui souhaite vraiment respecter ces recommandations de gestes barrières et qui sont parfois pris un peu, on va dire, à la légère maintenant avec le déconfinement, par exemple, par des amis proches qu'on connaît bien, des gens avec qui normalement on échange très volontiers. Et du coup, ça crée un sentiment d'incompréhension et on peut se sentir gêné de vouloir respecter la réglementation quand les autres se disent bah allez maintenant ça va bien, et surtout avec moi tu ne crains rien, comme si l'affection, l'amitié pouvait être un bouclier. Est-ce que vous pourriez nous apporter un éclairage là-dessus? Alors ça, c'est absolument logique et compréhensible. On l'a déjà vu dans d'autres contextes sanitaires. En fait, déjà, tout le monde n'a pas la même réalité, d'accord? Déjà, le même vécu, on a vu, on n'a pas tous la même notion de risque et de sentiment de vulnérabilité. Objectivement, certains d'entre nous sont plus vulnérables que d'autres, hein, donc évidemment, tout le monde ne le vit pas de la même manière. Mais il y a tout cet enjeu autour de la relation, et vous avez tout à fait raison. Tu ne crains rien avec moi. Et à ce moment-là, la distanciation, les mesures barrières peuvent être perçues comme un manque de confiance ou un manque d'attachement.
Et ça, c'est quelque chose de relativement spontané, en fait. Hein. On pourrait croire que ça pourrait être, enfin que ce serait rare, mais pas du tout. C'est-à-dire que c'est même nous, en étant tout à fait éclairés, rationnels, on peut vivre à certains moments des mesures de précaution de l'autre, comme une mise à l'écart, comme un manque de confiance, etc. Alors, vous savez, on l'a vu ça à l'œuvre. Excusez cette comparaison, mais on l'a vu à l'œuvre dans la problématique autour du SIDA, par exemple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'utilisation du préservatif, on a eu du mal sur les premières générations, hein, pas sur les nouvelles, à le faire accepter parce que finalement, il était associé à un manque d'amour, il était associé à un manque de confiance, à de la légèreté, etc., etc. Et donc, ça a été très compliqué psychologiquement pour certains de l'adopter parce qu'en fait, il est très difficile psychologiquement d'associer l'amour à un risque ou d'associer le plaisir à un risque. C'est vrai aussi pour les plaisirs, je ne sais pas, les aliments, le sucre, le gras, j'en sais rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, psychologiquement, on a du mal à faire le lien entre quelque chose qui est bon pour nous, quelqu'un qui nous aime ou quelque chose qui nous fait plaisir et qui potentiellement pourrait être risqué. C'est-à-dire que c'est un lien qui est très compliqué à faire. Et donc, c'est pour ça que ces réactions sont possibles. Maintenant, il ne faut pas vous décourager, il faut voir ça avec bienveillance. Chacun essaie de gérer à sa façon et bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Hein, on a tous nos émotions et nos sentiments à gérer. Je dirais qu'il faut valoriser le fait de protéger l'autre. Dire je le fais pour toi, voilà, dire assumer le fait de dire moi je le fais pour toi, je le fais pour tous les autres, je le fais pour ceux qu'on pourrait contaminer au bout de la chaîne, donc je le fais pour les autres, donc dire ça. Vous pouvez dire si vous êtes gêné, mon médecin m'a dit qu'il fallait absolument que je respecte, etc. Comme si c'était pas votre décision, mais comme si effectivement un avis médical vous poussait à le faire parce que ça allège un petit peu, je dirais, la culpabilité de dire à l'autre éventuellement bah non, moi je suis inquiète, je suis pas sûre, j'ai un peu peur, etc. Si vous ne pouvez pas assumer tout à fait de dire ça, et on peut tout à fait le comprendre, hein, essayez de mettre ça sur quelqu'un d'autre, hein, en disant que votre médecin a été hyper insistant là-dessus et que vous voulez pas du tout, vous voulez pas respecter ces précautions et ces préconisations. Mais voilà, donc en tout cas, c'est quelque chose d'assez naturel. Et puis surtout, j'ai envie de dire, ceux qui sont vraiment, entre guillemets, dans le déni du risque et qui ont des comportements à risque, je dirais que dans cette période, évitez de les voir, peut-être, hein, appelez-les, envoyez-leur des cadeaux, je sais pas. Mais on doit pouvoir assumer aussi le fait de ne pas forcément rencontrer des gens qui, eux, sont dans une forme de mécanisme tout à fait différent où ils se mettraient en danger et mettraient les autres en danger. Bon, voilà, hein, ça veut dire que ces personnes-là, peut-être pour l'instant, c'est pas tout à fait le moment de partager un repas avec eux, hein. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et donc, est-ce que, Karen, vous pouvez juste rappeler aussi, j'allais dire plutôt en dehors des gestes barrières et des choses qu'on va pouvoir redétailler tout à l'heure et qui répondront à un certain nombre de questions sur le fil, finalement, comment peut-être quelques guides pour je dois sortir me promener, je dois sortir faire des courses, je dois retrouver d'autres personnes, comment s'y préparer plutôt mentalement? Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a une espèce d'angoisse qui envahit et qui est presque pas rationnelle par rapport aux différents risques décrits. Alors, si vous êtes dans une angoisse trop importante, c'est pas quelque chose de maîtrisable, d'accord? Donc, c'est pas la peine de vous faire violence et de vous exposer à des situations si vous êtes phobique et débordé par l'angoisse. Par contre, si vous êtes effectivement débordé par l'angoisse à ce niveau, il faut absolument parler à votre médecin traitant ou à votre médecin ou à votre oncologue, votre hématologue, hein, si vous le voyez prochainement, à votre équipe. Être suivi, c'est-à-dire que si vous avez atteint un niveau d'angoisse qui fait que effectivement ça devient très très difficile de vivre et de fonctionner et de retrouver un équilibre, il faut que vous soyez aidé. Hein, c'est pas des choses qui sont faciles à maîtriser. Ça peut arriver évidemment à tout le monde dans un tel contexte. Je vois beaucoup de patients dans cette situation et pas seulement des patients qui ont eu un cancer, hein, même des patients qui n'ont absolument jamais connu la maladie et qui en ce moment sont dans des difficultés importantes. C'est pas du tout insurmontable, c'est des choses qu'on sait très bien prendre en charge. Il y a l'aspect médicamenteux si nécessaire, mais même au niveau des thérapies bien ajustées, comportementales, on arrive à avoir de très bons résultats. Donc déjà, faites-vous aider et parlez-en si vraiment vous êtes à ce niveau d'intensité, d'angoisse. Si effectivement c'est une difficulté que vous avez, vous forcez pas trop, allez pas trop loin, allez-y progressivement avec des objectifs modeste à chaque fois, et à chaque fois que vous atteindrez un objectif, vous aurez davantage confiance et vous pourrez faire un pas de plus. C'est comme une rééducation. On s'est désensibilisé au monde, il faut se rééduquer au monde. Donc mettez-vous des petits objectifs très simples, très accessibles, ne vous forcez pas, ne soyez pas dans la violence, soyez indulgents,
prenez le temps et à chaque petite victoire, vous verrez que vous aurez davantage de sérénité et que vous pourrez aller plus loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, si je résume, c'est à une transition qui est relativement courante de désensibilisation. Et vraiment, votre conseil, c'est d'aller pas à pas, sans se brusquer. Et ça me fait penser, si vous étiez là quand Mathias Malzieu est venu partager avec nous sa période de confinement, il avait dit, quand on monte l'Himalaya, c'est ce que son médecin lui avait dit, il faut le faire petit à petit et se donner des étapes, parce que si on se dit, demain je suis en haut de l'Himalaya, le gap paraît tellement énorme que c'est difficile à faire. C'est bien ça? Bon, super. Tout à fait. Et donc, bien sûr, nous rappelons, restons prudents et que nous vous rappelons que les mesures barrières sont vraiment la meilleure garantie pour se protéger et pour protéger les autres. Donc, vraiment, nous vous invitons à respecter ces mesures barrières. Merci beaucoup, Karen. Nous allons passer donc maintenant à la seconde intervention. Nous avons perdu le docteur Neusillet qui n'apparaît plus, mais qui peut me téléphoner si elle m'entend. Donc voilà, j'attends. Donc en attendant, je vais et mon chien intervient aussi. Nous recevons donc Madame Casimir. Donc bonjour Madame Casimir, vous êtes une patiente et vous avez été confrontée au cancer. Vous allez intervenir au cours d'un dialogue avec votre oncologue qui est une oncologue digestive à l'Institut Curie et qui est spécialiste des cancers pancréatico-biliaires et qui mène de nombreuses recherches en immuno-oncologie, donc qui va nous rejoindre. Au travers de votre dialogue, ce que vous vouliez mettre en regard, c'est l'importance de la communication et du lien, mais aussi l'ensemble des mesures qui ont été mises en place dans les établissements pour que les soins se poursuivent, même en période de Covid. Et donc, un grand merci à toutes les deux d'avoir accepté cet exercice de binôme patient-soignant qui est toujours très, très, très intéressant. Et donc, Madame Casimir, si vous l'acceptez, quand on a préparé l'émission, vous nous parlez toujours de votre voyage au travers de la maladie. C'est un message qui est extrêmement positif et plein d'espoir. Et je crois qu'en ces temps un peu bouleversés dont on vient de parler avec Karen, ils apporteraient beaucoup à nos auditeurs. Est-ce que vous accepteriez, en attendant que le docteur Neusillet nous rejoigne, de partager cela avec nous, s'il vous plaît? Eh bien, c'est avec un très grand plaisir. Merci de m'offrir cette opportunité de partager cette expérience. C'est vrai que ça a été pour moi un grand voyage. Je parle de voyage parce que comme tout voyage, il y a des étapes et j'ai vécu cela de façon, ça a été une expérience difficile, mais de façon très, très positive. Donc, c'est vrai que, comme le disait Laure tout à l'heure, nous avons en commun le projet de lancer mon réseau cancer colorectal. C'est vrai que j'ai presque envie de dire avec une note d'humour qu'une de mes spécialités a été de me remettre du cancer du côlon que j'ai eu à 3 reprises. Donc c'est vrai que cette expérience, et pour moi, ma plus grande joie a été d'avoir une bonne qualité de vie malgré ces épreuves. Et c'est vrai que lorsque le Covid est arrivé, ça a été, je dois dire, très déstabilisant. Et ce qui vient d'être dit à l'instant par rapport au rapport avec les autres et également, et pour moi, c'est important d'aborder le sujet de l'hôpital, de nos soins. Alors, je ne sais pas si vous continuez à m'entendre parce que je perdais la connexion. En fait, moi, ce que j'aimerais partager avec vous, si vous en êtes d'accord, je ne sais pas si le docteur Neusillet nous entend. Elle est super bien, elle est au téléphone, il y a eu une surcharge de batterie. Donc, elle est avec nous. Voilà. Alors, oui. Alors, en fait, je trouve intéressant de partager une expérience que j'ai vécue là récemment. C'est vrai que suite aux 3 cancers du côlon que j'ai eus, eh bien, il y a eu quelques effets collatéraux et notamment, j'ai été confrontée de façon répétitive à des pancréatites aiguës. Donc, c'est très douloureux, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que quand j'ai ce genre de crise,
eh bien, la meilleure des choses à faire est de m'adresser à mon oncologue, de lui expliquer ce qui se passe pour savoir ce qu'il conviendrait de faire. Et pendant cette période de Covid, je dois dire que j'étais particulièrement pas du tout enthousiaste à me rendre dans les hôpitaux, hein, parce que bon, comme on vient de le dire, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu anxiogène. Donc j'ai pas voulu en parler tout de suite. J'ai essayé de gérer, comme je dis les choses. Et puis je me suis rendu compte que ça n'allait pas et qu'il fallait que j'en parle à mon oncologue. Et c'est là où effectivement que le docteur Nusillet, donc j'ai pu entrer en contact avec elle. Et donc ce serait bien, docteur, que vous me disiez un peu en fait comment vous avez vécu le côté à distance, le fait que nous fonctionnions à distance. Voilà, tout à fait. Le message, c'est que le Covid ne doit pas arrêter les prises en charge donc, qui ont été initiées et le suivi des patients. Et donc là, quand Colette m'a contactée pour me dire que ça n'allait pas au niveau des douleurs, elle m'a envoyé un email. En fait, il faut que vous ayez toujours un moyen pour pouvoir contacter votre oncologue référent. Alors, les secrétariats ont été un petit peu mis à mal aussi ces derniers temps avec les périodes de Covid, parce que les secrétaires aussi ont été arrêtés. Alors, c'est vrai que je trouve que l'email est un bon moyen de communication, et ça nous a permis d'entrer en contact et d'organiser finalement l'examen d'imagerie qui était nécessaire pour comprendre donc ce qui était en train de se passer avec cet épisode actuel de pancréatite. Et donc, je pense que Colette vous allez raconter qu'en fait, l'inquiétude que vous aviez par rapport à l'organisation des soins et les précautions prises pour réaliser les examens et les consultations étaient en fait bien maintenues. Mais je vous laisse raconter votre expérience à ce sujet, de comment ça s'est passé. Oui, tout à fait. Je dois dire que quand j'ai dû me rendre à l'Institut Curie pour faire cet examen, j'étais extrêmement anxieuse. C'était la première fois que je revenais dans l'Institut depuis la mise en confinement. Et j'ai été agréablement surprise parce que, bon, c'était impressionnant, certes, mais il y avait vraiment des contrôles extrêmement, je dirais, précis, solides. En fait, je me suis sentie d'emblée rassurée par toutes les mesures prendre savoir si j'avais de la température et d'autres tests qui ont été faits, mais sans que ça prenne beaucoup de temps, mais c'était très très rassurant. Et puis ensuite, entrer dans le service pour faire l'IRM, ça a été très très fluide. Là où je pense qu'il faudrait attirer l'attention, et là je parle de façon générale dans les hôpitaux, parce que c'est quelque chose qui m'est revenu par ailleurs, c'est qu'en fait, on a particulièrement, surtout quand on a connu ce type d'épreuves, comme le cancer ou d'autres maladies chroniques, on a particulièrement besoin d'être assuré. Alors, je vous donne un exemple. Quand il fallait entrer dans la pièce où on doit se déshabiller pour pouvoir ensuite faire l'IRM, en fait, je savais pas trop si le loquet avait été désinfecté et tout ça. Donc, en fait, c'est vrai que on est à un moment donné, les choses doivent être dites aux patients, c'est-à-dire est-ce que ça a été désinfecté ou pas, parce qu'on ne sait pas. Par exemple, je n'osais pas m'asseoir parce que je ne savais pas exactement ce qui avait été les moyens qui avaient été mis en place dans la salle en question, alors que par la suite j'ai appris qu'il y avait eu une désinfection qui avait été faite. Donc en fait, tout a été très 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 bien fait. Et comme je le dis, l'information, dire aux patients ce qui a été fait est essentiel pour le rassurer. Docteur Nosillet, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez compléter? On a bien compris qu'il fallait que les soins se poursuivent et que les patients ne devaient surtout pas hésiter, parce que tout était mis en place aujourd'hui pour limiter les risques et rendre les soins le plus fiable possible, et que la continuité des soins était très importante. Donc, communiquer avec son oncologue et avec son équipe référente. Voilà, tout à fait, et savoir qu'il y a des recommandations qui ont été établies et qui ont été mises en pratique, du coup déployées dans les établissements pour, comme le disait Colette, appeler les patients, par exemple, avant leur traitement de chimiothérapie, ils reçoivent un message où ils sont appelés pour vérifier qu'ils n'ont pas de symptômes évocateurs de la maladie, pour pas qu'ils arrivent et qu'ils exposent d'autres patients.
Il y a des contrôles de température et de saturation qui sont faits systématiquement à l'entrée de l'hôpital, la distribution de masques, le lavage des mains avec le soluté hydroalcoolique, et les accompagnants sont limités, c'est qu'il n'y a plus d'accompagnants qui viennent à l'hôpital, mais justement aussi pour limiter les flux de personnes et d'exposer les différents patients au risque du Covid. Donc voilà, donc tout ça pour rassurer sur les faits que les mesures sont prises pour éviter au maximum les contacts et les risques de contamination, et que donc si votre oncologue vous dit que les conditions de sécurité sont réunies et qu'il y a une indication à faire un examen de suivi, il faut bien entendu se rendre à la consultation de suivi. D'accord, merci beaucoup. Colette, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît intéressant encore de communiquer aux auditeurs? Allez-y. Oui, absolument. En fait, je tenais à insister en fait sur d'autres étapes qui ont été mises en place et qui ont été très très importantes pour moi. Ça a été en fait le suivi, parce qu'une fois que l'IRM a été effectué, se posait la question quelles étaient les étapes suivantes. Et donc j'ai vraiment été informée par mon oncologue du fait qu'il y aurait une réunion de concertation pluridisciplinaire qui allait se mettre en place pour discuter de mon cas en fait et pour définir les étapes suivantes. Et donc j'ai été vraiment tout de suite informée des résultats de cette concertation. Ensuite, il a fallu organiser ma prise en charge à l'hôpital Saint-Antoine, parce que c'est là où je devais faire un examen un peu particulier qui s'appelle une écho-endoscopie. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié que depuis mon fauteuil chez moi, et bien qu'avec le docteur Neusillet, nous avons pu franchir chacune de ces étapes de façon totalement, vraiment sans aucune difficulté à distance, jusqu'à également parler à l'experte qui allait me faire cet examen, parce que j'avais plein de questions à lui poser, et donc j'ai pu le faire aussi à distance. Donc ça a été vraiment une expérience qui m'a impressionnée dans la façon dont les choses se sont bien organisées. Dont les choses se sont adaptées aux circonstances. Et d'ailleurs, docteur Neusillet, vous, quel est votre ce que vous retenez de cette façon d'avoir modifié les choses, la téléconsultation, etc. Est-ce que ces changements vont perdurer? Voilà, quel a été du côté soignant le vécu? Nous, on a aussi appris du coup à travailler entre soignants aussi à distance. Et donc, si la réunion de concertation pluridisciplinaire dont parlait Colette a pu se maintenir, c'est parce qu'on l'a faite en visio, justement, entre le radiologue, le chirurgien et les oncologues. On a revu les imageries en utilisant ces outils connectés, qui marchaient mieux qu'aujourd'hui. Et après, pour ce qui est du suivi des patients, en effet, on a converti la plupart de nos consultations, lorsque c'était possible, par des consultations téléphoniques. Et l'idée, c'est que le lien n'a pas été rompu pendant cette période, et au contraire, souvent, ils ont été trouvés renforcés parce que justement, on se faisait des points pour se tenir au courant des différentes étapes, pour accompagner au mieux, parce qu'on a bien conscience que quand on organise ce type d'examen et qu'on ne peut pas expliquer donc en face à face ce qui va se passer aussi facilement que d'habitude dans des schémas, etc., il est important du coup de bien accompagner par des explications et plusieurs appels pour expliquer les étapes à venir, et aussi contribuer du coup à diminuer l'anxiété qu'il peut y avoir à gérer la situation. Laure, vous intervenez? Oui, moi je voudrais vous remercier pour cet échange et ces témoignages d'expérience finalement de suivi pendant cette période de confinement, avec à la fois les précautions mises en place dans le centre, et puis donc les échanges spécifiques qui ont été mis en place et qui peut-être seront qui vont peut-être enrichir finalement la façon de suivre les patients, avec en partie à distance ou en se préparant à venir au centre. Ça restera peut-être des bonnes pratiques que nous aurons après le Covid. La question, c'est justement de savoir aussi, on a l'impression que donc dans la vie sociale, il y a les règles du déconfinement qui se mettaient un petit peu en place, alors que dans les centres de soins, on reste donc très très respectueux de toutes ces règles
et notamment du fait que les visiteurs, les proches ne peuvent pas venir, j'allais dire, rendre visite aux patients. Et donc la question, c'est de savoir, docteur Nosillier, de votre côté, à quel rythme, est-ce que vous savez déjà un petit peu les points qui pourront être assouplis dans les semaines qui vont venir pour à la fois donc permettre aux patients qui sont en attente finalement d'examens ou de consultations qui ont été reportés ou qui vont justement venir consulter alors qu'ils ne l'ont pas fait pendant la période, j'allais dire, dure du confinement. Comment ça vous imaginez que ça peut se passer et est-ce que vous avez des conseils à donner aux uns et aux autres sur ce point? En fait, pour moi, ça se fait vraiment étape par étape, c'est-à-dire que donc on a fait en sorte de pouvoir maintenir les activités de consultation parce qu'on avait ces supports téléphoniques et de visioconférence qui le permettaient. Les activités ensuite qui se font sur le site de l'hôpital, je pense en particulier à la chirurgie, c'est en train de reprendre à un rythme qui est très variable d'un centre à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des centres qui ont été plus épargnés par le Covid que d'autres. Et ce qui conditionne la reprise de la chirurgie, c'est souvent le taux d'occupation de la réanimation en aval du bloc opératoire pour les chirurgies en particulier les plus lourdes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se décide centre par centre parce que ça dépend vraiment des conditions locales. Après, pour ce qui est de l'accompagnement par les proches au moment des consultations, en fait, je pense qu'on reste très prudent dans cette période où on sort tout juste du confinement et on n'a pas encore notion de comment le virus va recirculer. Il me semble tout à fait raisonnable de rester prudent dans les 3 à 4 premières semaines qui suivent la levée du confinement, c'est-à-dire en gros jusqu'à la fin du mois de mai, début du mois de juin. Et au début du mois de juin, on aura déjà une idée plus précise de savoir est-ce qu'on a cet effet de seconde vague dont on parle ou non. Et si on n'a pas cette remontée du nombre de cas, on sera plus confiant dans ces cas-là pour pouvoir permettre aux accompagnants de venir à l'hôpital. Là, à l'heure actuelle, on le fait vraiment qu'à titre exceptionnel et en prenant bien sûr toutes les précautions dans ces cas-là quand on permet à un accompagnant de le faire. Alors là, je parle pour ce qui se passe dans les zones rouges, en fait, en l'occurrence, en Île-de-France. Il est possible que dans des régions qui ont été moins touchées, les accompagnants, moyennant le port du masque et les précautions de distanciation, puissent être acceptés en consultation. D'accord. Peut-être une dernière question pratique aussi. Là, on parle, j'allais dire, de consultation ou d'hospitalisation pour des actes, j'allais dire, où il y a vraiment besoin de venir. Mais les consultations de suivi, peut-être plus à distance, d'un cancer en rémission, par exemple, vont reprendre leur rythme. Et donc, on a la question d'une patiente qui dit, par exemple, si je viens à l'Institut Curie pour une consultation de suivi de la rémission de mon cancer du sein, est-ce qu'après, je peux reprendre les transports en commun? Est-ce que il y a des autorisations particulières aux heures de pointe? Enfin, il y a en fait aussi tout ce côté administratif pour les patients qui est un petit peu compliqué. Est-ce que vous avez là aussi des gens qui peuvent aider à éclairer sur ces réponses? Alors, en Île-de-France, nos patients qui sont en cours de traitement, on leur conseille plutôt de prendre des taxis conventionnés que les transports en commun, quand même, pour pouvoir éviter de se retrouver en trop grande proximité avec d'autres personnes, surtout quand ils sont en cours de chimiothérapie qui diminue leur défense immunitaire. Après, si le patient prend les transports en commun, bien sûr, on lui conseillera dans ces cas-là d'éviter les heures de pointe. Après, se dire est-ce que la téléconsultation pourra se substituer de façon pérenne à la consultation, je ne pense pas parce qu'il y a quand même un élément qu'on perd dans la téléconsultation qui est l'examen clinique. Et en particulier, quand on aurait suivi, par exemple, vous preniez l'exemple de la rémission d'un cancer du sein, il y a besoin de pouvoir être examiné quand même par votre gynécologue, votre oncologue, pour faire la palpation des seins. Et ça, malheureusement, le téléphone ou la visio ne nous permet pas de le faire correctement. Donc dans ce contexte actuel, ça nous a permis de faire une consultation un peu allégée, mais tout en gardant le lien avec les patients. Et il faudra que les choses reprennent leur cours normal si on ne veut pas perdre dans la qualité de la surveillance. Très bien, merci. Alors, docteur Nosillier, vous n'avez pas accès au chat, mais effectivement, les gens disent que les soignants ont été là pour vraiment sécuriser et rassurer les gens. Donc, une fois encore, bravo à tous. Colette, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez rajouter, le mot de la fin même?
Alors, je dirais, n'hésitez pas vraiment, allez-y, ne vous négligez pas. Tous les problèmes peuvent être résolus. Le docteur Désiré parlait tout à l'heure des taxis conventionnés. Dans mon cas, par exemple, quand j'ai dû faire cette intervention à l'hôpital Saint-Antoine, pour moi, il était hors de question de prendre les transports en commun. Et comme c'était une anesthésie générale, je ne pouvais pas prendre mon véhicule. Et donc, eh bien, le docteur Nozier m'a envoyé effectivement le formulaire pour pouvoir prendre un taxi conventionné. Donc, partez du principe que vos soignants vont trouver des solutions pratiques et pragmatiques pour vous aider. N'hésitez pas et surtout ne vous négligez pas et allez-y quoi, allez-y. Bon, super, merci infiniment. Merci beaucoup. Et donc une super transition pour le docteur Scotté qui nous a rejoint en bas. Et donc il ne faut pas hésiter. Donc on va vous poser plein de questions, docteur Scotté. Merci beaucoup de nous rejoindre. Donc, vous êtes chef du département DIOP. Il va falloir nous expliquer ce que c'est que le DIOP exactement. Et merci de nous avoir rejoints. Je sais que vous étiez en réunion et que vous êtes libérés pour être parmi nous. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le DIOP à Gustave Roussy, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Merci pour cette invitation. C'est une fois de plus un plaisir de participer à ce webinaire sur cette thématique importante de ce vilain virus qui nous casse les pieds et que j'espère nous cassera de moins en moins les pieds dans les jours qui viennent. Le DIOP, c'est le département, c'est un acronyme pour département interdisciplinaire d'organisation des parcours patients. Un département qui est développé à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, près de Paris, et dont l'objectif est de pouvoir optimiser le parcours des patients atteints de maladies cancéreuses, évidemment depuis le diagnostic jusqu'à la phase après la maladie ou un accompagnement en cas de maladie chronique ou d'évolution plus difficile. On réfléchit sur l'Institut Gustave Roussy un parcours également dans l'avant-cancer, avant la maladie, en plus du parcours après le cancer. Donc le DIOP a pour vocation d'essayer de mettre en véritable lien de travail conjoint pour répondre à la définition des soins de support, toute l'attitude thérapeutique anticancéreuse avec la thérapeutique d'accompagnement, tous les soins qu'on peut faire de façon à ce que le traitement contre le cancer soit rendu le plus efficace possible, le mieux toléré possible, et qu'on ait donc une meilleure qualité de vie avec un meilleur bénéfice en termes de vie pour nos patients. Et ça, c'est parfait. Alors, on vous les posera après parce qu'on a eu beaucoup de questions sur les soins oncologiques de support et leur... Je ne sais pas ce que c'est. Pardon? Je ne sais pas ce que c'est. Non, c'est l'humour. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire que le docteur Scotté était aussi vice-président de l'AFSOS, donc on va vous mettre le lien. Et l'AFSOS, c'est l'association francophone des soins oncologiques de support. Et donc, voilà. Donc, vous avez pris un peu en route le webinaire. Et avant, donc, nous avons eu une partie sur l'appréhension des patients qu'ils avaient pu ressentir pour poursuivre leurs soins, etc., téléphoner à leur médecin. Après, le témoignage donc du patient et du soignant, tout en restant prudent, parce qu'aujourd'hui, on est dans un déconfinement et encore plus à Paris, on est en zone rouge. Vous, en tant que chef du département interdisciplinaire, est-ce que vous auriez une vision du monde? Alors, on parle beaucoup de monde d'après. Déjà, si on avait une vision du monde d'aujourd'hui, dans la reprise des soins, parce que ça, c'est beaucoup de questions de nos auditeurs qui nous disent, nous, quand est-ce qu'on va avoir accès à la consulte douleur? Est-ce que la téléconsultation, je l'ai lu là, de Roselyne qui disait, c'est tombé dans les mœurs, mais est-ce que ça va devenir maintenant une habitude courante, régulière, etc. Donc vous, quelle est votre vision après ces quelques semaines de confinement et de changement des pratiques? Alors, il y a eu beaucoup d'appréhension de la part de tout le monde, déjà dans le contexte du confinement, qui a amené une période de stress extrêmement importante, extrêmement difficile à vivre, que ce soit pour les patients atteints de maladies ou indemnes de maladies. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est effectivement l'appréhension dans ce contexte de maladie virale qui a pu toucher nos patients, qui en plus sont dans une situation
liées à la maladie qui est d'autant plus difficile et anxiogène. Il faut savoir que de nombreuses actions ont été menées pour essayer d'accompagner nos patients, notamment à distance, effectivement avec les téléconsultations, par toutes les équipes de psychologie, de psycho-oncologie, qui ont déployé énormément de moyens et de présence pour rester à leur côté, pour rester dans l'accompagnement du quotidien. J'en veux pour preuve ce qui a été mis en place sur Gustave Roussy, mais ce qui, je sais, a été mis en place dans une majorité des centres, c'est-à-dire une permanence 24 heures sur 24 par téléphone pour pouvoir répondre aux demandes des soignants qui avaient besoin d'aide pour leurs patients, aux demandes également de la part des patients. Donc, il y a vraiment eu une permanence des soins, une continuité dans l'accompagnement qui a même été augmentée, majorée pendant cette période du Covid. Pour parler de la téléconsultation, est-ce que ce sont des pratiques qui vont continuer dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde de demain? On est dans un monde qui est très digital, qui est très limité. Alors, je parle de la région parisienne à cause des transports. Il est donc nécessaire qu'on pense à l'avenir, à réfléchir à de nouveaux moyens de communication. La télémédecine est quelque chose qui est très en vogue, qui commence à être reconnu avec des décrets qui sont sortis et qui l'encadrent beaucoup plus. La téléconsultation par téléphone ou comme on le fait là actuellement par visioconférence est certainement un outil qui nous a énormément aidés. Ça a été dit par Cindy Nozillet tout à l'heure. On a continué à faire des réunions de concertation pluridisciplinaires par ce biais-là. On continue aujourd'hui à avoir beaucoup de réunions entre professionnels, mais il y a également un lien qui doit être poursuivi aujourd'hui et demain avec nos patients. La limite, ça va être la technique et la possibilité pour les patients de pouvoir se connecter dans de bonnes conditions et de pouvoir du même coup transmettre les informations nécessaires. Je pense avoir répondu un petit peu aux questions. Il y a peut-être d'autres choses. J'ai été un peu long déjà. Non, bonsoir. Merci beaucoup, docteur Fleuté. Donc, en fait, je voudrais peut-être que vous, parce qu'on n'a pas l'occasion vraiment d'avoir une parole médicale sur ce point, vous avez une idée de l'impact du confinement sur la population des patients, je dirais, touchés par un cancer. Et est-ce que vous pourriez repréciser finalement les recommandations aujourd'hui pour ces patients, et également pour les proches qui les environnent? On a énormément de questions avec le travail, mes enfants vont au collège ou à l'école, donc c'est un petit peu comment je dois gérer le retour. Est-ce qu'il faut que je les lave de pied en cap? Est-ce qu'il faut que voilà? Est-ce que vous pouvez nous redonner en fait les recommandations à ce niveau-là? Alors, le confinement a eu un impact très important chez tout le monde, encore une fois, notamment dans le cas des maladies cancéreuses, puisque confinement voulait dire maintien à la maison, voulait dire éventuellement prise de poids, perte musculaire, voulait dire anxiété sur le plan psychologique. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui de reprendre une activité progressive, adaptée à chaque situation, de façon à pouvoir refaire du muscle, de façon à pouvoir reprendre contact avec cette vie quotidienne qui nous est nécessaire. Ça sera bon sur le plan physique, ça sera bon sur le plan psychologique. Néanmoins, on reste dans une période d'épidémie virale. Il faut donc être vigilant. C'est largement dit sur tous les médias, c'est largement dit en permanence. Il faut respecter les mesures de prévention. J'aime pas tellement les termes de mesures barrières, des mesures de distanciation qui je trouve, un impact sémantique est extrêmement lourd et violent. Je pense qu'il faut rester dans une idée de prévention, de vigilance. Du même coup, peut-être limiter les grandes embrassades. Ça n'empêche pas d'avoir malgré tout un contact. Il faut être vigilant en cas de situation, de symptômes. Il faut être vigilant quand on sait qu'on a eu un contact particulier avec, dans l'entourage, quelqu'un qui est malade. La question du retour à la vie est extrêmement importante en cancérologie. Elle est encore plus importante dans le contexte du Covid. Les personnes doivent vivre, les personnes peuvent vivre, peuvent s'autoriser à vivre, y compris quand elles ont une maladie cancéreuse. Pour ça, le port du masque est effectivement un élément qui, malgré tout, est important. Sur l'Institut Gustave Roussy, Jean-Charles Soriane, le directeur général, a imposé le port du masque dès l'entrée dans l'établissement le 12 mars, donc bien avant le confinement. Aujourd'hui encore, nous sommes tous amenés à porter un masque dès l'entrée dans l'établissement et il est dit que nous porterons le masque très longtemps, tant que l'épidémie durera.
Est-ce qu'il faut porter le masque dans la rue? C'est une question qui reste posée sur le plan national et international. Les populations asiatiques ont l'habitude dans la rue de porter un masque pour se protéger de tous les germes, pas simplement le Covid qui traîne. Peut-être que c'est une mesure qu'il va falloir qu'on apprenne à mener. En tout cas, quand on rentre dans les endroits confinés, pour le coup, dans les endroits clos, dans les magasins, je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire de continuer à porter le masque. Le lavage des mains au soluté hydroalcoolique, simplement le lavage des mains avec du savon régulièrement est effectivement toujours très important, mais c'est une donnée qui est importante avant le Covid et qui restera importante avant le Covid. Ça fait partie des mesures habituelles de santé publique. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous réconforter un petit peu, parce que beaucoup de patients ont même vu leur consultation de soins de support ou les activités de soins, soit par les centres de soins comme Gustave aussi et de nombreux autres, mais aussi par les associations locales ou dans les différentes propositions qui peuvent être. Et vous parliez j'allais dire que avec un cancer, il faut aussi vivre et bouger et entretenir son corps et son équilibre physique et mental. Comment est-ce que cette activité reprend chez vous et comment elle est reprise globalement? Quelles sont les pistes en fait pour continuer pour reprendre un peu plus ces soins de support? Et peut-être vous pourriez nous redire, toutes les personnes qui nous écoutent, exactement la définition des soins de support. Quels sont-ils exactement? J'ai compris un mot sur 17. La définition des soins de support? Alors, oui. Alors, moi, je vais te reformuler. Enfin, je vais vous reformuler, docteur Scottet. La première question, beaucoup de gens ont eu leurs soins interrompus. Donc, c'est une question, quand est-ce que cela va pouvoir être remis en place, que ce soit au sein des centres, tout ce qui est soins oncologiques de support, onco-esthéticienne, etc., ou soit même au sein des associations. Et la deuxième question, c'était, est-ce que vous pourriez nous dire exactement ce que regroupent les soins oncologiques de support? Alors, merci Oriane. Sur la question de la reprise d'activité, il y a beaucoup d'endroits où les activités ne se sont pas interrompues, ça il faut le savoir. Comme je le disais tout à l'heure pour l'accompagnement psycho-oncologique, il y a des consultations qui se sont poursuivies, notamment en visioconférence. L'accompagnement, le traitement, la prise en charge de la douleur a continué pendant le Covid, elle continue à présent, elle continuera par la suite. Maintenant, il y a eu une adaptation de certaines consultations physiques afin de limiter le risque en venant dans les hôpitaux de contracter cette infection. Les activités de consultation reprennent progressivement. La question des accompagnants reste encore difficile aujourd'hui pour limiter le passage d'un volume de personnes trop importante dans un même centre. Mais l'autre point qui est du même coup difficile, c'est la question des associations et des bénévoles qui ne font pas partie de l'équipe purement hospitalière et qui, du même coup, peuvent encore être un peu mis à l'écart de l'entrée dans l'hôpital pour une raison simple, c'est qu'ils sont bénévoles et que s'ils rentrent dans l'hôpital, qu'ils contractent le virus, ça peut poser des problèmes, notamment des problèmes juridiques. Ça, c'est à avoir en tête. Maintenant, il y a progressivement une reprise de différentes activités proposées par les associations qui se font, puis il y a encore plein de choses qui peuvent se faire à distance. Pour aller vers la définition des soins de support, une définition française qui a été éditée en 2005 dans la circulaire du 22 février 2005 à la suite du premier plan cancer, qui est l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie, conjointement au traitement spécifique lorsqu'il y en a. Quand je vous ai dit ça, je vous ai tout dit, vous n'avez rien compris, à ce moment-là, il faut reprendre les choses. L'ensemble des soins et soutiens, on parle de soins, de traitement, d'accompagnement, on parle de soutien, d'organisation, de mise en place d'un certain nombre de mesures pour pouvoir accompagner les personnes atteintes de maladies cancéreuses. L'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades, donc dans un contexte de maladie, tout au long de la maladie. Dans le tout au long de la maladie, on parle depuis le diagnostic de cette maladie cancéreuse, pendant le traitement et jusqu'à après le traitement, après l'arrêt des traitements. Qu'il faille arrêter les traitements parce qu'ils ont perdu l'efficacité, qu'il faille arrêter les traitements puisqu'ils ne sont plus nécessaires dans le contexte d'une rémission complète, d'une guérison de la maladie cancéreuse.
conjointement au traitement spécifique lorsqu'il y en a. Conjointement, ça veut dire un travail, non pas en parallèle, différent, mais un travail ensemble, en partenariat. C'est un travail contre la maladie cancéreuse, des traitements anticancéreux, des équipes de lutte contre la maladie cancéreuse qui doivent se faire ensemble avec les équipes d'accompagnement du traitement de la maladie cancéreuse et de toutes ces difficultés qui sont liées à ce cancer, et donc accompagner encore une fois le patient et en termes de quantité de vie, en termes de qualité de vie, et donc de rendre le traitement contre cette maladie le plus efficace possible, le plus optimal possible. Donc mieux toléré, plus efficace dans ce qu'on attend de lui, et donc une vie qui est améliorée à tout point de vue. Très bien, merci. Alors, quand on parle de qualité de vie, vous évoquiez tout à l'heure le côté anxiogène du Covid. Nous avons une question sur est-ce que les patients cancer vont avoir accès encore de façon plus importante après cette crise de Covid à des psychothérapeutes, justement pour passer ce côté anxiogène et à un retour à une vie normale, parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, les gens même avaient du mal à se déconfiner parce qu'ils avaient peur parfois des autres et du virus. Les soins de support sont extrêmement importants à tout moment de la maladie cancéreuse. Avant le Covid, ils le seront toujours après le Covid. On va avoir encore plus besoin effectivement de présence pour accompagner nos patients et leurs proches. Les patients vont avoir perdu du poids, perdu du goût, perdu du muscle, perdu en croyance dans la vie, en facilité de cette vie avec toutes les appréhensions qui sont liées au Covid. Il va donc effectivement falloir réapprivoiser ce contexte en mettant à disposition le plus possible effectivement des accompagnements psycho-oncologiques, en mettant également des équipes de nutrition, de diététiciennes, des équipes de kinésithérapeutes, de physiothérapeutes, d'ergothérapeutes éventuellement à disposition des patients, en plus de travail sur les symptômes respiratoires qui ont pu être présents lors de cette maladie. Donc oui, je souhaite qu'il y ait un développement encore plus important des soins de support, c'est-à-dire de la part des patients dire à leur oncologue, est-ce qu'il n'y a pas dans le sang des soins de support, est-ce que je peux y avoir accès, parce que je sens avoir besoin d'un accompagnement complémentaire. Alors, j'en profite juste avant que tu poses une question. Nous avions eu la chance il y a quelque temps, et le replay est à disposition, d'avoir deux personnes de votre équipe, docteur Scottet, une pour la diététicienne et un kinésithérapeute qui avait donné des conseils très pratiques justement pour éviter la fonte musculaire ou garder un équilibre alimentaire, etc. Donc, n'hésitez pas à aller revoir ces replays qui sont sur le site des associations. Voilà. Laure, je t'ai coupé la parole. Non, je t'en prie. On a une question concrète sur le fil qui rejoint des questions qu'on a pu avoir sur notre réseau autour aussi de l'accès à la socio-esthétique. Dans les centres de soins, vous pouvez proposer des moments de rencontre et de conseils. Et c'est vrai que quand on sait qu'un traitement va faire perdre vos cheveux, ou que la chirurgie va être assez longue, ces rencontres, elles sont assez précieuses. Et aujourd'hui, il semble que pour beaucoup de patients, en tout cas dans la plupart des centres, ces rencontres-là n'ont pas pu avoir lieu. Et c'est très, très dur pour les gens d'avoir perdu leurs cheveux tout seuls ou d'avoir des questions sur leurs cicatrices tout seuls, etc. Est-ce que sur ce type, vous avez une idée de comment ça va pouvoir reprendre? Je vous remercie, c'est extrêmement important comme question. Vous avez parfaitement raison. L'arrêt des activités de socio-esthétique a été extrêmement mal vécu, extrêmement douloureux. Ça fait partie, lors de nos premières cellules de crise, d'une alerte majeure. Le coiffeur avait fermé le centre au sein de l'Institut. On a essayé de trouver des solutions. On a eu un afflux de dons de prothèses capillaires pour proposer à nos patientes, mais sans avoir ces conseils. Aujourd'hui, ces accompagnements n'ont pas encore repris. Je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de bénévolat dans ces actions, et pour différentes raisons, l'entrée des bénévoles dans certains établissements reste encore limitée pour avant qu'une reprise complète possible
des prises en charge. Ça va se faire progressivement. On y travaille au quotidien. Là encore, le contact à distance peut se faire. Alors, c'est difficile de se faire couper les cheveux à distance par c'est ça. écran interposé, mais néanmoins, la sociétique, c'est pas une coupe de cheveux, ce sont des conseils, ce sont des travails avec des logiciels éventuellement d'aide à l'image, de travail sur les couleurs, sur les étoffes, sur différents tissus qui peuvent vous aider, et ça peut passer par des logiciels. Et donc, on peut imaginer, là encore, que par le biais de cette visioconférence, on puisse le faire. Le problème essentiel va être la rencontre, ce temps de contact entre le patient, la patiente et l'accompagnement socio-esthétique, qui, s'il n'a pas le nom du patient, s'il n'a pas le contact avec le patient, va avoir du mal à rentrer en contact. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on travaille aujourd'hui et demain. D'accord, merci beaucoup. Après, vous évoquiez tout à l'heure les grandes embrassades, etc. Le côté relations familiales sont très importantes à la fois pour l'équilibre affectif des familles, mais aussi bien sûr des patients. Beaucoup de questions. Comment fait-on quand les petits-enfants ont repris l'école ou que ils sont déconfinés, qui jouent dans la cour avec leurs petits copains en bas de l'immeuble? Est-ce que grands-parents ou parents, voilà, comment faire de façon pratique? Les embrassades, effectivement, aujourd'hui, il faut les limiter, peut-être un cercle très restreint avec lequel on vit depuis un moment et qui, a priori, n'a pas été contaminé. Voir ses petits-enfants, c'est extrêmement important pour les grands-parents, pour les petits-enfants également. Mettre un masque à un enfant de 5 ou 6 ans, c'est difficile. D'ailleurs, c'est pas fait dans les écoles. Pour autant, pouvoir se voir, pouvoir parler, pouvoir échanger, pouvoir être ensemble, pouvoir reprendre un lieu de vie commun, c'est possible effectivement, en essayant de respecter peut-être un petit peu de distance qu'il faut expliquer aux enfants. Les enfants perçoivent énormément de choses et certainement entendent largement ce qui se passe actuellement avec ce virus et la nécessité d'être vigilant au contact. Se rendre pour que les petits-enfants puissent aller voir leurs grands-parents ou que les grands-parents puissent venir voir les petits-enfants, mais c'est pareil entre les parents et les enfants. Je pense il ne faut pas l'interdire. Il faut en revanche être rappelé ces mesures de prévention qui sont nécessaires. Il est possible, encore à moins qu'il y ait un changement très récent, et de faire des attestations permettant d'avoir un contact entre familles et de pouvoir se déplacer au-delà des 100 km pour rejoindre sa famille. Je crois que dans le contexte de cette maladie, nous pouvons le faire. J'entendais tout à l'heure Cindy qui parlait avec Colette des bons de transport, des attestations pour pouvoir se déplacer. C'est quelque chose qu'on peut faire. Il y a des nécessités importantes dans le centre même au pic de la maladie, dans des situations extrêmement douloureuses et difficiles. Il nous a été amené de permettre l'entrée de familles avec les mesures de masque et pour être présent auprès de leurs proches. Donc je crois qu'il faut être humain dans ce contexte et être capable de prendre un petit peu de recul avec la situation. Merci beaucoup. Oriane, si tu le permets, en fait, je voudrais souligner qu'il y a un grand nombre d'associations qui se sont mobilisées aussi pendant cette période du confinement pour transformer leurs propositions d'ateliers d'accompagnement en propositions digitales. Il y a beaucoup de web-conférences et de Zoom et autres qui permettent de danser, de faire du yoga, de faire de la gymnastique, faire des rencontres virtuelles entre des cafés-rencontres, des choses comme ça. Il y a même donc des propositions de conseils en socio-esthétique, des choses comme ça. Donc c'est important aussi de savoir qu'aujourd'hui, si l'offre n'est pas encore beaucoup développée dans les différents centres de soins qui vont reprendre petit à petit, il y a des propositions de qualité qui sont proposées donc par des associations comme Rose Up, comme Étincelle, comme un grand nombre de structures. Par exemple, on relaie sur nos réseaux, donc les différents réseaux de patients en réseau. Absolument. Alors, moi, j'avais une dernière question par rapport aux patients hospitalisés. Docteur Scotté, est-ce qu'ils pourront recevoir des visites et si oui, quelles sont les mesures à suivre? Je pense que ça, l'équipe soignante en informera, mais déjà les patients hospitalisés, est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent recevoir des visites?
Alors, donc encore une fois, dans des situations particulières, il y a une continuité de certaines visites. Alors, c'est vrai que dans beaucoup de situations, il y a eu des contextes très, très douloureux. Malgré tout, on a essayé de maintenir au maximum un lien. Ça a pu être un lien avec des infirmières qui prêtaient au début de l'épidémie et du confinement, qui prêtaient leur téléphone portable pour que les proches puissent parler avec le patient hospitalisé. Est-ce que les visites vont reprendre aujourd'hui? Elles reprennent progressivement, de façon malgré tout limitée. On ne peut pas proposer à une famille de 5 personnes de rentrer dans l'établissement, donc on essaie de limiter à un accompagnant. Et il est important que cet accompagnant puisse là aussi respecter ces différentes mesures de prévention qui sont mises en place, à savoir le lavage de mains, à savoir le port du masque. Alors, toute la question du masque va se poser sur les ressources que nous avons dans les établissements. Donc, on donne un masque aux patients, donner un masque aux accompagnants. À un moment donné, les réserves peuvent être limitées. C'est ce qui peut amener une petite difficulté. Et là, se pose une autre question, c'est la question de « et si je viens avec mon masque du domicile ?» Alors, la réponse est « si vous venez avec un masque et si c'est un masque de bonne qualité, vous serez protégé. Si c'est un masque que vous portez depuis 15 jours ou si c'est un masque fabriqué main qui n'a pas été nettoyé, on n'a pas de retour sur ce que vous portez. Et là, il peut y avoir des difficultés. Donc, c'est un petit peu centre par centre. Mais oui, les visites peuvent recommencer de façon, encore une fois, un peu encadrée, un peu limitée et avec des mesures de protection. Très bien. Une dernière question. Une dernière question, docteur. On a beaucoup depuis un petit moment sur l'accès possible aux tests. Donc, par exemple, si j'ai des patients, est-ce que je suis forcément testé par rapport au Covid? Et éventuellement, est-ce que je suis légitime pour demander à être testé pour avoir le cœur net, parce que j'ai envie de savoir ou pas si j'ai été confronté à ce virus? Demander à faire un test de dépistage, oui, bien sûr, c'est légitime. Si vous avez des symptômes, le dépistage par RT-PCR vous sera proposé et réalisé. Quant au dépistage sérologique, alors il est fait aujourd'hui pour les soignants dans un premier temps, de façon à pouvoir identifier les personnes qui ont été touchées par le virus et celles qui n'ont pas été. Les tests commencent à être réalisables dans les laboratoires en ville, donc on peut tout à fait y avoir accès. Et puis demander une prescription pour le réaliser. Après, tout va dépendre du coût pour ce dépistage, comme le coût pour le masque, qui peut être ou ne pas être pris en charge par les remboursements d'assurance maladie. Non, merci beaucoup. Écoutez, moi, je voulais tous vous remercier pour cette 5e web conférence. Colette, tu as un parterre d'admirateurs sur le chat et des admiratrices. Donc, voilà. Merci infiniment pour ton témoignage. Merci. Je peux dire un mot, Ariane, juste couper. Tous les soirs à 20h, beaucoup de gens applaudissent les soignants. J'aimerais bien, à 19h15 ce soir, qu'on applaudisse tous nos patients. Bravo. Eh ben, on va rendre ça sur les réseaux. Merci beaucoup, Florian. Merci, Madame Kreiter. Merci, Florian. On continue à applaudir les soignants parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages, etc., de votre implication, de votre engagement, et on le voit encore ce soir en étant à nos côtés. Ce que je peux retenir, vous m'arrêtez et l'heure tout complète, c'est le pas à pas. On est dans une vie de transition là avec le déconfinement, alors que ce soit un pas à pas psychologique avec Madame Kreiter, quand on appréhende de retourner dehors, et se mettre des petits objectifs et pas monter l'Himalaya d'un coup. Un pas à pas avec le docteur Côté pour dire que ça va se faire, la renormalisation va se faire petit à petit, et que la poursuite des soins est déjà là et doit se poursuivre. Mais c'est un pas à pas sur les visites à l'hôpital, etc. Florian, surtout n'hésitez pas à me reprendre.
Et Colette, je pense que vous nous avez montré que cette continuité des soins est indispensable. Ce lien à garder avec son médecin est vraiment fondamental et il ne faut surtout pas hésiter à contacter au moindre signe d'alerte son équipe médicale et soignante. Tout à fait. Parfait. Écoutez, donc je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je crois qu'on peut applaudir à la fois les soignants et les patients qui se battent les uns à côté des autres. Au revoir et merci Oriane. Merci. Merci. Au revoir à tous.